implique donc d'étrangler son fils au bout du compte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à cause de, dans la chaîne de raisonnement, dans la chaîne de processus, on voit bien que la mère est vraiment à l'origine de tout, la grand-mère est à l'origine de tout, paternelle, et qu'elle en vient quasiment à tuer son fils. C'est énorme, c'est le crime à lieu pour l'enfant. Son propre père. Et alors, soyons un peu judicieux en disant quoi? Cette tentative d'étranglement, intervenant peu de temps avant le crime, pourrait jouer quel rôle au sens criminologique ou psychologique du terme? On appelle ça comment? Un événement négatif dans la vie du criminel qui a une conséquence sur le passage à l'acte. C'est on appelle ça comment? Un déclic. Oui, un déclic. Et le mot exact, c'est un stresseur, un déclencheur. C'est-à-dire, retenez bien que souvent, avant le passage à l'acte violent, ou un passage à l'acte en tout cas qui vient s'opposer à un ennemi ou une personne que l'auteur juge responsable de tout ce qui lui arrive, il y a ce fameux stresseur, ce fameux déclencheur. C'est-à-dire un fait, un événement qui alors, va être vécu très négativement aux yeux de l'agresseur, mais qui ravive tout, qui concentre tous les traumatismes passés. Par exemple, il apprend qu'il est licencié. Cet échec d'estime de soi le renvoie forcément à la mésestime qu'un père ou une mère l'avait fait auparavant. Vous voyez, ça ravive tout. Si à un moment donné, donc, il dit j'ai rompu avec ma petite amie, hop là, mal aimé, hop là, ça ravive le mauvais amour qu'il a pu vivre comme on l'a vu avec ce jeune homme. Si on a un problème d'identité en disant voilà, moi je considère que tu es un bâtard, tu es un nul, tu seras toujours comme ça, vous voyez. Et à un moment donné, il est humilié au point qu'on touche à son identité. Ou alors, dans l'événement, il a découvert que son père, c'est pas son vrai père, que sa mère, c'est pas sa vraie mère, qu'on a joué des rôles, qu'on lui a caché ça pendant des années. Et tout d'un coup, pouf, il découvre. Déclencheur. Parce que là, ça ravive le fait que son identité, en disant, voilà, non seulement j'ai été mal aimé, mais je comprends bien qu'en fait je suis un bâtard à la noix, et que ce bâtard-là, c'est celui justement qu'on ne voulait pas, et on voulait déjà le tuer, là, on va étranger aussi, le passage. Voilà. Tout ça, ça ravive. Tout ça, ça déclenche. Ça concentre en quelque sorte, ça fait remonter la surface, et ça déborde, et les personnes ont vraiment du mal à dépasser ça, comme on disait tout à l'heure, sublimer, transcender, aller bien au-delà, surpasser donc ces éléments pulsionnels. La mère maintenant. Qui me lit? Macha, tu veux bien me lire? La mère de X. Elle a quel âge? C'est parti. Ma mère. J'ai perdu la mère. 45 ans? Oui. 45 ans au moment des faits. Semble gentil, rendant service. En effet, très effacé, aucun rôle affectif dans la famille, sans emploi, était ouvrière spécialisée dans une usine de plastique jusqu'en 1974, naissance d'Angélique, première fille. Trouble de vue, aggrave, long, je sais pas. Aggravation après que son mari. Aggravation, parce qu'il est facile. Aggravation après que son mari lui ait jeté un produit toxique aux yeux. Oui. Car elle l'empêchait de prendre la route en état d'ivresse. Souffle cardiaque, post-rhumatismal. N'aime pas le désordre dans la maison, fait toujours le ménage, névrose phobique, refuse de quitter son intérieur pour affronter le monde extérieur, très proche de son fils, prend la défense de X. X s'entend mieux avec elle qu'avec son père, battu par le père. Ok. Alors, on a un petit peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ces éléments? Au travers de ces éléments. Je vous écoute. Donc la mère, elle est comme le père? Non. J'écoute Bourana. Elle est
très effacé et très proche de son fils, c'est-à-dire très proche de... C'est ça. Je crois que c'est vraiment la différence fondamentale. C'est-à-dire que elle aime son fils, elle protège, on sent bien aime son fils tant qu'elle peut, en tout cas. Et elle a un côté aussi gentil, rendant service. Donc, même dans la personnalité, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Donc, quelque part, si cette mère avait joué à plein régime son approche positive, ses éléments positifs, peut-être qu'on n'en serait pas là. Peut-être qu'il a retrouvé ce petit garçon une ressource suffisante. Mais malheureusement, elle est emportée dans le raz-de-marée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? Elle trouve de la vue, aggravation, donc son mari lui a jeté un produit toxique aux yeux, très bien, battu par le père, donc on sent bien effectivement que, voilà, elle aurait bien aimé donner un peu d'amour, mais elle peut plus, elle est elle-même maltraitée, donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, et puis alors, on comprend bien aussi à la lecture que c'était pas non plus, elle n'était pas débordante d'amour cette femme-là, c'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans ce couple-là, on la sent un peu effacée, on la sent troublée, on la sent sans véritable rôle affectif, mais peut-être sans doute aggravé par la suite, hein, à cause des événements. Enfin, voilà, on ne sent pas une personne particulièrement vivante, dynamique, enjouée, voilà. Alors vous dites forcément que cette femme-là, avant même de rentrer en couple, elle était quoi? Probablement. On peut le déduire. Quelqu'un de normal. Oui. Elle n'était pas au plein régime de l'amour, au plein régime de l'estime d'elle-même et au plein régime de l'identité. On revient aux trois piliers. Donc quelque part, soit elle a déjà été victime, soit elle n'a pas hérité d'une famille particulièrement épanouissante. C'est ça qu'il faut dire. Et là vous dites donc qu'il y a une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'elle-même n'ayant pas été vraiment au beau fixe dans sa propre famille, dans sa propre histoire, elle en vient quand même à refaire une histoire qui n'est pas terrible. Mais surtout, réfléchissons. Je vous ai dit, il y a des transferts qui se font. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme comme ça, plutôt effacée, plutôt gentille, en rendant service quand même au départ, vienne s'amouracher d'un homme comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une femme, je répète, plutôt gentille, plutôt serviable, plutôt... Alors certes effacée, on la sent bien fragile quand même cette femme, d'accord. Mais on vient à se mettre en couple avec un homme comme ça. Quelles sont les hypothèses, oui? Alors la nécessité, d'accord, oui, effectivement. Satisfaire. Oui. Nécessité pour elle de satisfaire. Matériel, hein, on s'entend bien, c'est-à-dire, voilà. Ouais. Oui, donc c'est possible que dans son vécu, elle a été un peu pauvre, un peu délaissée matériellement, négligée au plan de l'esthétique, de la coquetterie, de tout ce que vous voulez aussi de ce genre-là. Et donc, elle se dit, lui, il a quand même un métier, il a de l'argent qui rentre, il est chauffeur routier, c'est déjà ça. Hein? Et elle ne regarde pas trop, finalement, peut-être qu'elle était dans le besoin aussi à ce moment-là, qui sait. C'est une possibilité. Très bien. Quoi d'autre? Raisonner complémentarité. C'est-à-dire, qui se ressemble, s'assemble, se complète et se reconnaît. C'est-à-dire, soit un couple a une dominante d'assemblage, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Ils ont des points communs, ils ont des aspirations communes, ils ont des choses qui les rejoignent. Comme des aimants. Soit, deuxièmement, mais ça peut se cumuler bien sûr avec la première fois, la première chose, ils se complètent. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui est fort, l'autre qui est faible. L'un qui est riche, l'autre qui n'est pas riche. L'autre qui est, patient, l'autre qui est impatient. Et donc, à deux, celui qui est impatient, par exemple, est aidé par l'autre dans la patience. Si l'autre n'est pas riche, l'autre est aidé par la richesse. Si l'un n'est pas intelligent, l'autre va être plutôt à bien organiser les choses, en tout cas avec son intelligence pratique, des choses comme ça. Ils se complètent à deux. Dans un couple, à deux. L'autre rattrape un petit peu les insuffisances de l'autre,
Et l'autre aussi peut aider l'un à rattraper des compensations, parce que vous pouvez aussi avoir l'histoire de je suis tellement fort, colérique, je suis comme ça, un peu invivable, je réagis au quart de tour, et puis vous avez en face une maman, imaginons, qui dit hey, oh, calme-toi, cool, je suis là pour modérer tes ardeurs, t'inquiète pas, c'est pas la peine de crier haut, de parler fort, de faire tout ce spectacle-là, parce qu'avec moi déjà ça marche pas, et puis surtout, voilà, sois cool, sois calme, elle modère tout ça. Vous voyez? Parce qu'elle peut faire ça. Ça s'appelle la complémentarité. Ils sont complémentaires, à deux. Seul, il y en a un qui resterait pauvre, l'autre serait colérique, mais non, à deux, ils arrivent un petit peu à faire des choses qui modèrent, qui équilibrent, qui sont des bons compromis. Ça va? Donc, qu'est-ce qui peut, je répète, dans cette vision-là, amener une femme qui est gentille, rendant service, mais effacée, à se rapprocher d'un homme comme ça? Ben, c'est tout simplement la logique du faible et du fort. C'est-à-dire, avant même de parler de violence, cet homme-là, il est incontestablement plus fort qu'elle, dans sa personnalité. C'est-à-dire que là où elle est un peu plus gentille, un peu plus serviable, un peu plus effacée, vous voyez, c'est une sorte de fragilité, elle recherche très vraisemblablement au départ une protection. Quelqu'un qui pourra la sécuriser. Et ça, c'est très important pour une femme, de manière générale, d'être sécurisée, matériellement, familialement, psychologiquement. Le mot-clé sécurité est capital pour une femme. Et donc, au moment où elle rentre en couple, ne voyons peut-être pas, parce qu'elle n'est pas psychologue, hein, j'imagine cette dame-là non plus quand même, mais j'imagine que cet homme-là avait quand même, voyez, un petit peu d'argent, c'est quelqu'un qui avait une forte trempe, hein, une personnalité quand même assez importante, et que, bon, bah, au début en tout cas, c'était pas violence sur violence, c'était plutôt protection et sécurité. Bon, ben voilà, donc il y a un homme fort et une femme un peu plus faible, entre guillemets. Okay, c'est comme ça qu'elles se jouent souvent les histoires. Et quand on a été victime, je surligne le trait, quand la femme en particulier a été victime, et qu'elle est encore plus fragile, encore plus livrée elle-même, encore plus juvénile, encore plus immature affectivement, etc., elle veut encore plus un grand protecteur. Quelqu'un qui soit vraiment là, presque son sauveur. Parce que quelqu'un, vous voyez, qui pourra s'opposer, tel un prince charmant presque, hein, ou un bon père de famille, à tout ce qui pourrait revenir sur elle, et qui l'a tant traumatisée par le passé. C'est pour ça qu'on a une Céline Dion et un René. C'est pour ça qu'on a une Laetitia Hallyday et qu'on a une Johnny Hallyday. C'est pour ça qu'on a aussi une Vanessa Paradis et un Johnny Depp. Ce sont toujours des personnalités juvéniles du côté féminin qui recherchent un bon père de famille ou un grand protecteur. Des complémentarités de ce genre, en tout cas. On y reviendra dans un stage de victimologie capitale de ce point de vue. Donc, c'est là où il y a un transfert. Je ne veux pas être fragile, je veux être protégé. Je ne veux pas être le vilain petit canard ou le caliméro de service que j'ai été dans ma famille. Et donc, pour ne pas l'être, je deviens alors, une femme, une épouse, une mère. Et déjà, je suis revalorisé là. Et en plus, je suis sous la coude, sous l'aile d'un type qui est plutôt fort. Je suis donc plus le petit poussin qu'on peut écraser comme ça. Tout ça. Alors, simplement aussi, mais essentiellement, disons que le malheur de ces femmes-là, ou le malheur de ces couples-là, c'est que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il recherche? Maintenant, positionnons-nous du côté de l'homme. Qu'est-ce qu'il recherche, l'homme? Ouais, donc comme il est un peu surestimé, il n'a pas encore réglé cette histoire de compensation. Alors on a compris, la grand-mère l'a maltraité, l'a humilié, ne lui a pas donné d'amour. Bon, déjà il est froid, il est rigide, il est un peu monolithique, quoi. Et donc ensuite il dit, bah, je ne veux surtout pas de quoi maintenant dans mon couple? Bah, je veux pas ma mère dans mon couple. Je veux pas ma mère, donc je veux qui dans ma mère? Le contraire de ma mère. Plutôt serviable alors qu'elle est froide. Plutôt gentille alors qu'elle est ineffective complète. Et plutôt effacée parce que celle que j'ai en face de moi, elle est écrasante. Vous suivez? Transfert. La reposition, c'est facile. Eh bien oui, mais le problème c'est que, de nouveau, il n'a pas fait un choix pour lui. Il a fait un choix par opposition.
Donc, ça ne fonde pas un amour, ça. Vous aimez quelqu'un quand vous avez fait un choix délibéré pour vous-même, par vous-même, dans une vraie association ou union ou complémentarité pour vous-même, pour l'autre, où deux identités réelles se rencontrent, non pas pour régler des problèmes, non pas pour transférer, non pas pour essayer de régler des histoires dans le contexte, mais pour vraiment l'histoire de cœur à cœur, de personne à personne, de relations directes, face à face, si je puis dire. Vous voyez, vous comprenez? Et donc, ça ne peut que mener à l'enfer, parce que viendra le moment où l'homme qui n'a rien résolu de l'héritage de sa mère reviendra donc, puisqu'il n'arrive pas vraiment d'amour au bout du compte, à redevenir comme sa mère. Donc il va revenir rigide, il va être maltraité de nouveau par sa mère, ça va le frustrer et encore plus, et donc, soit il déprime, soit il devient violent. Soit c'est la frustration, victime, il se laisse aller, il tombe. Soit il devient compensé, il se surestime, il devient fort, violent, tout ça, pour essayer d'exister. Vous me suivez? Et là, évidemment, ce père fait les deux. Il alterne entre les deux. Il y a des fois où il est alcoolique et des fois où il maltraite sa femme. Donc, et son fils. Donc, clairement, il est déséquilibré. Il n'est pas heureux comme il est. C'est pour ça qu'il va là. Hein. C'est parce qu'il n'est pas heureux là, ici, qu'il tombe en bas, déprimé. Et c'est parce qu'il n'est pas heureux ici qu'il devient violent. S'il était heureux ici, dans son identité, son amour, son estime de soi, il n'aurait pas besoin d'aller faire ça. Hein. Il reviendra là, il est content là. Mais comme il n'est pas content là, voilà. Vous voyez? Bon. Alors, il va maltraiter sa femme. Et le pire, c'est ça qui doit être terrible pour lui, c'est qu'il en vient, alors que je pense que ce n'est pas vraiment conscient, parce que c'est surtout lorsqu'il est alcoolisé, ou lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans son sentiment. Il en devient à être aussi cassant et maltraitant que sa propre mère. Au secours, c'est-à-dire que ce qu'il voulait ne plus être, ne pas être dans ce nouveau couple, et finalement, l'inconscient le rattrape, sa grand-mère le rattrape, elle est toujours là, il n'a rien réglé, il devient comme elle. Au secours. Et en plus, je maltraite quelqu'un qui n'y est pour rien, c'est mon fils. Et en plus, je maltraite une femme que je souhaitais, sans doute au départ, servir, en tout cas avec quelques sentiments, au moins. Donc c'est sûr que là, on comprend qu'ils veulent fuir cet homme. Voilà, il ne peut pas s'empêcher, il y a quelque chose d'inconscient, d'inconscient, de subconscient le rattrape comme ça, dans la froideur affective de sa grand-mère, il devient la même chose, il dit c'est pas ce que je voulais. Donc comme j'arrive pas à contrôler ça, comme j'arrive pas à résoudre le problème, comme mon identité ça devient ça, vaut mieux effectivement fuir, plutôt que de livrer ma propre famille au pire que ma grand-mère m'a fait subir moi-même. Vous comprenez? À la suite de quoi, vous devez aussi considérer les troubles psychosomatiques qui sont attendus dans ce type de circonstances. Je m'explique. Psychosomatique, psychologique, somatique, physique. C'est-à-dire, vous avez des troubles physiques qui vont se déclencher en raison de troubles psychologiques. Par exemple, vous avez un mal de tête psychologique, et la conséquence c'est quoi? C'est un abattement, une fatigue, un épuisement physiologique, physique. Mais vous pouvez aussi déclencher, c'est bien connu chez les femmes en particulier, des cancers du sein, spécialement quand il y a un problème psychologique. C'est-à-dire que votre corps est en train d'exprimer votre mal-être psychologique par le développement d'un certain nombre de maladies, de problématiques de santé. C'est bien connu quand ça ne va pas, par exemple dépressif, vous êtes courbaturé, vous n'êtes pas bien, vous dormez mal, vous êtes effectivement donc abattu physiquement. C'est pas que dans votre tête, c'est le corps qui est en train de pâtir complètement de cet état-là. Alors sachez que quand la maman elle a un souffle cardiaque, vous imaginez que c'est pas, qui peut être d'ailleurs vu comme étroitement lié à une tension. Quand vous avez une tension, vous prenez votre vous avez une tension, c'est parce que vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, parfois vous êtes passé un examen, d'accord. Parfois parce que vous avez perdu votre maman, d'accord. Parce que parfois, je sais pas, vous avez eu un accident de voiture et puis vous êtes encore dans l'événement, et puis d'accord. Mais quand vous avez un souffle cardiaque, que vous êtes vraiment avec des problématiques désormais de cœur
C'est que ça bat la chamade, c'est l'affolement général, c'est panique et angoisse souvent dans la maison. Vous voyez? Donc c'est psychologiquement dur à vivre. Eh bien, lorgnez, faites très attention pour vous comme pour vos proches aux signes physiques de malaise, de mal-être, qui ne sont pas uniquement des grippes, qui ne sont pas uniquement des maux de tête bénins, qui ne sont pas uniquement des courbatures parce que vous avez fait du sport, mais parce que quand ça prend des allures anormales, quand ça prend des allures systématiques, quand ça prend des allures presque généralisées ou chroniques. Hein. Il n'a mis pas dans le moi qui me dit j'ai une migraine. J'avais vu avoir des migraines. Pourquoi des migraines? Je lui dis mais il n'y a pas une cause psychosomatique. T'es sûr que ça va bien dans ta vie en ce moment? Et là, elle m'a pas répondu bizarrement. Mais c'est sûr, il y a quelque chose derrière qui se joue, qu'il faut résoudre. C'est la cause principale. Et quand on en vient au souffle cardiaque, il faut fuir cette situation si vous le pouvez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas résoudre votre famille, vous ne pouvez pas résoudre le père violent, vous ne pouvez pas résoudre le fait de vous devenir aveugle et que vous ne savez plus comment gérer même votre vie familiale. Très bien, donc là, si vous pouvez, prenez vos clics et vos claques, allez dans un lieu en paix, avec une personne en paix et avec une vie en paix. Au moins cette parenthèse. Vous allez vous ressourcer sans qu'il y ait de tension particulière. Vous n'allez pas confronter tous les jours à la violence et aux problèmes. Si vous pouvez. C'est là où les amis sont importants. Mais le problème de ce garçon, c'est qu'il vit tout de manière concentrée comme un cobaye dans un bocal. C'est-à-dire qu'il n'a aucune échappatoire. Sa grand-mère est comme ça, son père est comme ça, sa mère est comme ça. Il grandit avec. On continue. Léo, de 0 à 5 ans, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il est né quand, ce brave homme? Le 28 février 1975, d'accord. Il entre à l'école maternelle. Il est battu et rejeté par son père suite à la dispute avec le frère de son Non, on est en page 12. Donc on est donc à 0,5 ans, cher Léo. Il se dit que bonne ambiance familiale. Aucun rôle affectif de la mère dans la famille très effacée, maniaque du rangement et de la propreté. Mère très proche des X, bonne relation avec sa mère. Père peut-être sympa tous les jours, selon X. Dira qu'il ne fume ni ne boit. Stop. Alors, ce petit tableau qui nous brosse me semble un peu léger, vous ne trouvez pas? Une fois qu'on sait déjà tout ce qui s'est passé, c'est un peu léger ce qu'il nous raconte. Et là, c'est parfois se dire que l'enfant n'a pas envie de raconter tout le malheur qu'il a vécu, quoi. Parce que sinon, en termes d'identité, il est l'enfant du malheur. Alors s'il a un minimum d'estime et de dignité, il va vous dire, il va arrondir les angles, hein, il va dire, bon, c'est vrai, t'es un peu sympa certains jours, c'est vrai qu'il était